Parler un petit peu du projet de recherche dans lequel s'inscrit ta thèse. Alors le projet de recherche dans lequel s'inscrit ma thèse, déjà il a tout un lien avec l'émission, c'est sur l'hydrogène. En vrai, en fait, le principe c'est de créer des nouveaux matériaux qui, un petit peu à l'image d'éponge, vont permettre de purifier l'hydrogène en venant servir un petit peu de filtre dans lequel on va venir stocker du CO2 et laisser passer l'hydrogène pour essayer en fait justement de séparer nos gaz dans un mélange. D'accord. Et donc, tu peux nous expliquer un peu en détail ce que c'est un matériau MOF et peut-être aussi ça veut dire quoi MOF? Alors MOF, c'est l'abréviation de Metal Organic Frameworks. En gros, en fait, c'est des matériaux qu'on dit hybrides qui sont un petit peu comme des Lego. Donc en fait, le principe c'est qu'on va avoir des matériaux un petit peu comme ça qui, à l'échelle de la molécule ou de l'atome, vont avoir des nœuds métalliques reliés entre eux par des molécules qui sont composées principalement de carbone, hydrogène, azote, ce qu'on appelle des molécules organiques. Okay. Donc l'avantage c'est que c'est des matériaux qui sont extrêmement polyvalents. Parce que vraiment c'est des Lego. Les nœuds métalliques, on choisit quels métaux on a dedans, on choisit quelle géométrie ils ont. De la même manière, les molécules organiques, on choisit leur taille et en fait on a une bibliothèque de matériaux disponibles qui, je crois qu'on est à 3 ou 4 000 entrées rien que sur les structures elles-mêmes. On va surnommer la chimie du vivant parce qu'en fait ça va être toutes les molécules qui composent le spectre du vivant, le spectre des molécules vivantes, donc tous les acides aminés, tous les protéines, etc. Ça va être des molécules qui sont composées généralement d'à peu près, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais de 5 atomes différents: carbone, azote, hydrogène, phosphore, soufre, oxygène. Ok. Donc 6. D'accord. Et ça va être des molécules qui sont composées que de ça. Mais ça n'empêche que même s'il n'y a que 6 éléments disponibles, le nombre de molécules disponibles, elle, est incroyable. D'accord, ok. Et du coup, c'est quoi l'intérêt de ces matériaux? Comment ça marche, le design? Comment tu travailles en fait concrètement? Alors, en fait, quand je disais tout à l'heure que je jouais au Lego, j'étais pas loin de la vérité. Parce qu'en vrai, en fait, je vais partir de sources métalliques. Donc, par exemple, des nitrates ou des chlorures, ça va être des composés qui sont faciles d'accès. Je vais les mettre dans un tube en téflon, dans un tube avec différents solvants. Donc, en l'occurrence, pour moi, ça va plutôt être de l'eau et un acide qu'on appelle de l'acide fluorhydrique. Tous ceux qui ont vu Breaking Bad sauront de quoi je parle. Pour les moins jeunes d'entre nous, c'est l'acide qui sert à dissoudre le corps humain dans le tout premier épisode. Donc oui, c'est fun. Et en fait, je viens mélanger tout ça dans un tube de micro-ondes. Un micro-ondes un peu plus gros que celui qu'on a à la maison. Et en fait, je viens le chauffer, juste classiquement comme on a à la maison, sauf que dans ce micro-ondes-là, j'ai la possibilité de choisir de manière précise la température et la durée à laquelle je chauffe. Et grâce à ça, en fait, je ressors après mon tube, je filtre et je récupère le matériau qui s'est formé à l'intérieur. Ok, aussi simple que ça finalement. Ouais. C'est hyper facile. Alors, hyper facile, oui. Sur le papier, c'est très facile. Entre le papier et la réalité, il y a quand même beaucoup d'essais. Ouais, c'est quand même beaucoup de travail, c'est toute une préparation, notamment pendant le doctorat. En fait, tu commences pas directement par faire aller sur le terrain ou tu mélanges les deux et tu fais un peu des deux tout le temps. En fait, tu mélanges un peu les deux. C'est vrai qu'en général, tu vas commencer par ce qu'on appelle de la recherche bibliographique. Ouais. C'est-à-dire, tu vas commencer à aller t'enterrer un petit peu comme un rat de bibliothèque dans des articles scientifiques, à commencer à en avoir mal à la tête. Ou tu vas essayer d'étoffer dans la littérature ce qui a déjà été fait. Donc pour dire, en fait, les MOF, en l'occurrence, ça fait à peu près 20 ans que ça existe. Sauf qu'en 20 ans, le nombre d'articles scientifiques qui sort chaque année, je crois qu'on est à plus de 1000 articles par an. Donc il y a vite de quoi être perdu. Ouais. Après, c'est pour ça. En fait, il faut réussir à cibler aussi quels sont les articles qui sont cohérents pour ton travail de recherche. Ce qui n'est pas facile, déjà. Donc c'est vrai que tu commences très souvent par cette partie de recherche biblio qui peut prendre plus ou moins de temps. Mais en parallèle, tu vas commencer à faire des manips pour essayer un petit peu de voir dans quelle direction tu vas et dans quelle direction il faudrait que tu ailles.
D'accord, ok. Et du coup, apparemment, et du coup, donc le titre de l'émission est quand même, on parle d'hydrogène, l'objectif c'est quand même de stocker de l'hydrogène à partir de ces matériaux, ou éponge moléculaire, comme on a pu le dire. Et en fait, pourquoi on s'intéresse à l'hydrogène? C'est quoi l'intérêt aujourd'hui de s'intéresser à ce gaz-là et de le récupérer pour le stocker? Alors l'hydrogène, faut savoir en fait, c'est l'élément le plus abondant de l'univers, donc extrêmement facile d'accès, oui. On le trouve rarement quand même de manière native. Il y a quelques poches d'hydrogène natif, mais elles sont relativement limitées. Il faut savoir que l'hydrogène, les sources principales dans lesquelles on va trouver, ça va toujours être en combinaison d'autres éléments. Donc là où on va le trouver le plus sur Terre, ça va être dans l'eau. La molécule de eau, c'est H2O, donc 2 atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène. Et alors pourquoi on va s'y intéresser? C'est parce qu'en fait, il peut servir de vecteur d'énergie. Alors, c'est pas une source d'énergie, on ne peut pas l'utiliser pure telle quelle. En fait, justement, comme je disais, vu qu'on le trouve généralement affilié avec d'autres éléments, il va falloir pour ça réussir à le séparer. Donc là, à l'heure actuelle, l'hydrogène, c'est 95 millions de tonnes produites chaque année. C'est pas mal déjà. On peut se dire que c'est pas mal, mais c'est relativement peu par rapport à d'autres molécules qu'on produit à l'échelle industrielle. Mais en fait, plus de 90% de cet hydrogène produit, il est fait par ce qu'on appelle le craquage du méthane. C'est-à-dire qu'on va venir casser la molécule de méthane, récupérer d'un côté l'hydrogène, le méthane c'est CH4, et on va le craquer en présence d'oxygène pour récupérer de l'autre côté du CO2. Donc, pas ouf, on est très très loin de ce qu'on... D'un point de vue écologique, c'est pas top, quoi. C'est ça. Mais heureusement, c'est quand même pas la seule méthode pour produire de l'hydrogène. L'autre méthode sur laquelle on va travailler, ça va être ce qu'on appelle l'électrolyse de l'eau. C'est un procédé qui est extrêmement simple à faire, parce que, pour dire, je crois que c'est une des premières expériences qu'on fait en 5e au collège. En gros, le principe, c'est de venir appliquer un courant électrique à une molécule d'eau en présence de catalyseurs métalliques pour venir casser la molécule d'eau, récupérer d'un côté l'hydrogène, de l'autre côté l'oxygène, et en fait justement réutiliser derrière cet hydrogène pour quand il est pur, pour le mettre en fait dans un matériel qu'on appelle une pile à combustible, qui va permettre lui de reformer de l'électricité derrière, de faire fonctionner un moteur électrique. Donc c'est vrai que là, en soi, on peut se dire, on utilise de l'électricité pour former l'hydrogène qui va resservir à faire de l'électricité. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc le truc sur lequel on va pouvoir, par exemple, travailler, ça va être en combinaison avec des énergies plus propres, comme le solaire ou l'éolien, qui sont des énergies intermittentes. Elles ne fonctionnent pas en continu et elles ne sont pas pilotables comme le nucléaire. Et là où ça pourra permettre d'aider, c'est que par exemple l'été ou la journée, quand on produit plus d'énergie que ce qu'on consomme avec des panneaux solaires, plutôt que de perdre cette électricité qu'on ne sait pas stocker, en vrai les batteries c'est bien joli, mais malheureusement c'est pas non plus la panacée. En vrai, l'idée ça serait de retransformer cette électricité en surplus, de la transformer en hydrogène, par exemple à l'échelle d'une ville ou d'un quartier, pour que l'hiver ou la nuit, quand on produit moins que ce qu'on consomme, venir réutiliser directement cet hydrogène pour faire fonctionner nos appareils électriques. Donc là, par exemple, ça permettrait d'avoir un cercle complètement vertueux. Après, c'est une solution parmi tant d'autres pour essayer d'améliorer notre avenir. Donc du coup, c'est bien pour ça qu'on s'intéresse à l'hydrogène. Et donc là, dans le cadre de ces projets de recherche-là, le stockage de l'hydrogène, il y a plusieurs formes de stockage de l'hydrogène. Et du coup, vous, c'est aussi l'objectif d'améliorer ce stockage-là. C'est ça ? Tout à fait. En fait, actuellement, le stockage de l'hydrogène, on le stocke sous forme gazeuse, dans des bouteilles de gaz, qui sont pressurisées à 700 bars. Donc 700 fois la pression atmosphérique. Alors, l'hydrogène est un gaz inflammable, ça c'est un fait. Mais inflammable ou pas, dans tous les cas, un gaz sous pression à ce niveau de pression, il y a quand même un risque d'explosion. Donc l'idée derrière nos travaux de recherche, c'est que c'est un projet européen qui est développé, qui est coordonné pour la France au niveau de l'Université du Mans. Alors moi j'en fais pas exactement partie, mais j'en parle quand même. L'idée c'est de créer un nouveau type de matériau un petit peu comme une éponge, donc ces fameux MOF,
pour venir stocker notre hydrogène en fait à la surface, à l'intérieur des cavités et permettre de diminuer la pression de stockage. Parce que typiquement dans la mobilité, l'hydrogène, pour l'utiliser à 700 bars, en fait, pour faire 500 km avec une voiture à hydrogène, il vous faut 5 kg d'hydrogène. Bon, vous allez me dire c'est léger, ça se porte, c'est pas non plus la mort hein, d'avoir 5 kg dans une voiture en plus. Sauf que voilà, 5 kg à 700 bars en bouteille d'hydrogène, ça représente 125 litres. Alors bon, moi c'est vrai que sur le stand là-haut, je m'amuse un petit peu, alors surtout aux parents, à dire que s'ils ont le choix entre emmener de l'hydrogène ou emmener leurs enfants en vacances, le choix est vite fait. Je précise pas quel est le choix, hein, c'est aux parents de choisir. Mais l'idée justement avec ce nouveau type de matériau, ça serait de venir créer un stockage où déjà on stockerait aux environs de 40 bars, donc réduire drastiquement la pression, donc le risque d'implosion. Et de venir stocker nos 5 kg d'hydrogène non plus en 125 litres, mais en 100 litres seulement. Donc réduire le volume, réduire la pression, réduire le risque d'explosion, et en plus diminuer la quantité d'énergie nécessaire, parce que, mine de rien, pressuriser un gaz, ça demande de l'énergie. Et du coup, ça veut dire que si on a des réservoirs de 100 litres, ça s'adapte dans quel type de transport, par exemple parce qu'on pense aux poids lourds, notamment, au train aussi. Mais c'est vrai qu'on ne pense pas forcément aujourd'hui à faire des voitures hydrogène, notamment parce que ce n'est pas forcément le plus intéressant. Donc, des voitures, je parle des voitures de tourisme, mais... Alors, en fait, c'est vrai. Parce que justement, on ne vise pas la mobilité qu'on dit légère, donc justement sur les voitures. Alors, elles existent. Les voitures à hydrogène, elles existent. Clairement, il y a depuis 2014 Toyota qui en a une de série. Bon, après, c'est des voitures qui coûtent extrêmement cher. Ça, on va pas se mentir, parce que dedans, la pile à combustible contient des métaux comme du platine. C'est un métal qui vaut, je crois, 3 ou 4 fois le prix de l'or. Donc, la voiture, je crois qu'elle est à 80 000 € de base. Donc, pas pour tous les budgets. Mais et justement, comme tu dis, ça prend énormément de volume. Donc c'est des technologies qu'on va plutôt viser pour des mobilités dites lourdes. Donc justement le train, les cargos aussi en mer, parce que l'idée, ça serait de venir justement aider aussi dans les voyages maritimes. Ouais, décarboner l'industrie maritime qui est quand même un gros pollueur, même et puis il me semble qu'au niveau du transport, c'est quand même un des plus importants dans le monde. Donc ce serait pas mal de miser là-dessus, quoi. C'est ça. Peut-être plus facile que l'aviation aussi à décarboner. Alors, j'allais dire, si je dis pas de bêtises, je crois que l'industrie du transport maritime, je crois que c'est 3% des émissions de CO2 dans le monde actuellement. Oui, je crois que c'est 2-3%, il me semble, oui, ça doit être ça. Ouais. Même si on peut se dire que c'est ridicule, ça reste quand même énorme. Et l'aviation, c'est 4%, aviation civile, et puis j'ai pas les chiffres de l'aviation. Alors après, pour l'aviation, j'avoue que j'ai pas les chiffres non plus. Mais oui, je crois que tu as raison, c'est ça, 2-3%. Après, je sais que typiquement, il y a Airbus à Toulouse qui fait des tests sur des avions à hydrogène déjà. Ils ont 3 prototypes, oui. Ils voudraient en faire voler un d'ici 2030, mais ils ont hybride et purement hydrogène. Ouais, c'est donc, pour ça. Après, j'avoue que je me suis pas forcément beaucoup renseigné dessus, parce que j'ai beaucoup de renseignements à avoir pour ma thèse. Oui, c'est ça. Mais après, on sait pas trop si ça va fonctionner. C'est une idée, ils font des tests, on verra. C'est ça. Après, typiquement, au Mans, sur les 24 heures, je crois que c'est d'ici à 2026, si je dis pas de bêtises, qu'ils veulent qu'il y ait une section des 24 heures du Mans qui roule à hydrogène. Donc, ils ont déjà une voiture, le prototype Mission H24, qui roule à hydrogène sur le circuit. Alors après, il y en a d'autres. Là, je sais que nous, on a eu un petit stand lors des derniers, des 100 ans des 24 heures du Mans. Et on avait, je crois, il y avait 5 ou 6 voitures à hydrogène juste devant le stand. Oui, il y avait des belles voitures. On les a vues aussi, c'était pas mal. Ouais. On a bien profité. On n'a pas le budget, mais... On n'a pas le budget pour ces voitures-là, mais elles sont pas mal quand même. Des belles voitures. Oui, il y avait l'Alpine, je crois qu'il y avait donc du coup il y avait la Mission H24, il y avait l'Alpine, il y avait Toyota qui en avait une. Ouais. Il y avait Ligier aussi. Oui. Et je sais plus qui d'autre. Après, il y a une vidéo sur YouTube si vous voulez. On a fait une petite vidéo sur les 24 heures du Mans et l'hydrogène, donc n'hésitez pas à aller la voir.
Oui, donc du coup, sur les applications, on est plutôt sur la mobilité lourde. Je te laisse terminer là-dessus. Tu voulais dire, oui, du coup, train. En fait, le train, typiquement, justement sur le projet qui est le projet européen sur lequel travaille mon directeur de thèse actuellement, le dernier collaborateur industriel, justement, c'est Itafer, l'équivalent de la SNCF en Italie, pour venir essayer de prouver d'ici quelques années que c'est un concept qui peut fonctionner pour les trains. Ok, donc on va voir normalement d'ici quelques années peut-être des trains roulent à l'hydrogène, parce qu'il y a quand même encore aujourd'hui pas mal de trains qui roulent au diesel en fait. Oui. Tout n'est pas électrifié quoi, c'est pas du tout. Il y a encore du taf là-dessus quoi. Ok. Du coup, est-ce que on peut, tu nous as déjà expliqué en fait comment tu travailles au quotidien. Tu peux nous parler un peu de l'équipe de recherche, comment ça fonctionne au sein de l'équipe, comment vous travaillez et vous êtes combien d'ailleurs en fait là-dedans? Vous êtes beaucoup? Alors on est quand même plutôt nombreux. L'IMMM en soi, je crois que c'est plus de 150 chercheurs. Oui, c'est pas mal. Vous êtes que au Mans? Oui, l'IMM, il est que au Mans. L'Institut des molécules et matériaux du Mans. Oui, c'est vrai, c'est vrai que c'est bête comme question en fait. Après, oui, non, c'est après, au sein de l'IMMM, moi je fais partie de l'équipe E3C, élaboration et caractérisation de composés cristallisés. Ouais. Au sein de cette équipe, on est. Va falloir que je recompte dans ma tête quand même. On est une petite quinzaine, j'ai envie de dire, de chercheurs. Et parmi ces chercheurs, on est... il y a Kion qui vient de soutenir cette semaine. Donc on est 4 doctorants. Ok. 4 doctorants plus 2 post-doctorants. Ok. Très bien, donc ils sont une petite équipe quand même pas mal. Oui. Il y a un autre truc aussi, parce que du coup tu l'as évoqué, tu as dit qu'à l'étage tu parlais de ce que vous faisiez. Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu justement, parce que toi tu fais de la médiation en fait, tu t'es mis un peu à faire de la médiation parce que t'aimes bien ça aussi je pense. Et du coup tu peux nous parler un peu du projet et du stand que vous avez ici sur le Village des Sciences? Alors en fait, le stand qu'on a là sur le Village des Sciences, c'est une version réduite d'une exposition qui est d'un appel à projet de la région Pays de la Loire, qui s'appelle Hydrogénez-vous. Et en gros, en fait, c'est une petite exposition sur laquelle on présente déjà l'hydrogène. Car ce que c'est... Oula, ce que je viens de dire n'était pas français du tout. Qu'est-ce que c'est? Ce que c'est, quoi. Enfin, voilà, qu'est-ce que c'est que l'hydrogène? Comment est-ce qu'on le produit? Comment est-ce qu'on le stocke? Justement, un petit peu les informations que je vous ai données là. Et comment est-ce qu'on l'utilise? Et donc, on a en fait des petits modules pour présenter ça. On a fait un petit jeu sur l'histoire de l'hydrogène. Et on a une très grosse station, une très grosse pompe à essence pour distribuer à tout le monde du jus de voiture à boire. Du jus de voiture à boire, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, l'avantage d'une voiture à hydrogène ou en tout cas d'un transport à hydrogène, c'est qu'on va, pour le faire fonctionner, on va utiliser de l'hydrogène et il va venir récupérer de l'oxygène dans l'air pour recombiner la molécule d'eau. Donc en fait, ce qui va ressortir d'un moteur à hydrogène, ça va être de l'eau. Donc du jus de voiture, c'est de l'eau. C'est de l'eau, quoi. Ouais, c'est pas mal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions ici aussi qui sont avec nous. Bastien est là pour y répondre, c'est l'occasion. Si vous vous posez des questions sur l'hydrogène. Mais on va continuer un petit peu, parce que du coup, on va parler un peu, parce que là, tu es en 3e année de doctorat. Oui. C'est bientôt la fin. Enfin, bientôt la fin. Il reste encore 1 an, quoi. Oui. Tu sais ce que tu vas faire après? Non. En vrai, ce que je vais faire après, j'ai plusieurs pistes. Il n'y a rien de vraiment définitif. Dans l'idéal, ce que j'aimerais faire, c'est devenir enseignant-chercheur. Donc, pour ça, le parcours est encore long, parce que il faudrait que je fasse au minimum un post-doctorat, dans l'idéal à l'étranger. Et en fait, c'est un, voire plusieurs post-doctorats, parce qu'en gros, c'est des postes de chercheurs en CDD, on va dire. C'est après la thèse, avoir un travail de recherche qui dure 1 an, 1 an et demi, voire 2 ans, et sur lequel on développe un projet. Et après, passer des concours pour devenir enseignant-chercheur, maître de conférence dans une université. Donc ça, c'est... Peu importe, là où tu pourras aller, quoi, c'est ça? C'est ça, parce que mine de rien, les postes sont plutôt précieux en ce moment, c'est assez compliqué.
Mais de toute façon, c'est un petit peu les aléas, mais du coup, voir après si j'arrive pas à être maître de conférence, peut-être faire directement de la médiation scientifique. Ouais. Parce qu'après, c'est vrai que dans l'idéal, je veux être prof, mais bon, on peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Je crois qu'il y a du monde dans le chat qui croit en toi. Hein, Merci. Bastien, tu es magique, tu es trop fort et on croit en toi. Hein, c'est qui sort ça? Non, mais c'est bien, t'as du soutien en tout cas, c'est super. Mais, merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose dont tu voudrais parler là, dont on n'a pas trop approfondi? Il y a peut-être un truc auquel tu penses et auquel j'ai pas posé de questions, mais parce que là du coup. Là, c'est vrai que j'ai amené plusieurs petits modules. En fait, c'est plus pour montrer un petit peu comment fonctionne mon type de matériaux. Quand je disais tout à l'heure justement qu'on jouait au Lego, qu'on avait vraiment beaucoup de choix, c'est en vrai, typiquement là, j'ai fait des petits modules qui ressemblent vraiment en fait aux matériaux que j'ai, où ça va ressembler à ce qu'on appelle une maille cubique primitive. Alors, c'est-à-dire que c'est un cube, tout simplement. Okay. Mais c'est tout petit en vrai. Mais ouais, parce qu'en fait, on est à l'échelle qu'on dit du nanomètre. Donc, c'est-à-dire qu'on prend un cheveu, l'épaisseur d'un cheveu, on la divise par 1 million. C'est à peu près la taille d'un atome. Ok, donc en fait c'est impossible à voir à l'œil ou même au microscope même au microscope on le voit pas. On pourra jamais les voir. On peut les voir, mais avec un type de microscope bien particulier, ce qu'on appelle un microscope électronique. Donc okay. Soit microscope électronique à balayage, soit microscope électronique à transmission. Okay. Mais en fait c'est pas réellement de la vision directe, dans le sens où en fait c'est un système qui fonctionne par directement des flux d'électrons, donc c'est recomposé sur l'écran de l'ordinateur, mais c'est pas en fait vraiment des photons, c'est pas quelque chose qu'on voit. Et c'est vraiment extrêmement petit, mais c'est le seul moyen de les voir, ouais. Okay. Après, est-ce qu'on a vraiment besoin de les voir ? Pas forcément, non. On les caractérise autrement avant, mais après, parce qu'en plus, c'est des microscopes qui coûtent extrêmement cher, ouais. Parce qu'ils sont plus autour des 1 million, 1,5 million d'euros. Ok, il faut de l'argent dans la recherche hein, quand même. Hein, oui, malheureusement oui. Oui, là quand même. Ouais. Mais du coup voilà en fait là justement donc j'ai fait en fait des petits modules de présentation pour le stand là-haut pour montrer où j'ai utilisé les mêmes tailles pour faire mes nœuds métalliques et en fait j'ai choisi plusieurs tailles de ce qui représente les molécules organiques pour venir montrer que je commence avec un premier modèle dans lequel c'est un peu compliqué. Attends, tu veux que je te tienne le micro? Non, t'inquiète. Quand tu montes? Vas-y, ouais. Tiens, je te fais ça. Donc, des modèles dans lesquels on va avoir justement notre filtre et on va essayer de montrer, de faire passer un premier atome. Ça passe pas, on est obligé de faire plus gros. Donc, on va faire un deuxième test avec une structure beaucoup plus grosse où on a augmenté la taille de nos molécules organiques. Okay. Et là, on voit notre hydrogène qui traverse, tant mieux, il faut que j'aille le chercher. Et de l'autre côté, mon oxygène, pareil, il passe aussi. Donc là, je filtre rien du tout. En fait, je les sépare pas. Donc, oui, on veut garder l'hydrogène dans les matériaux, dans la. Ok. Alors, je vais chercher mon hydrogène. Oui, va chercher ton hydrogène. Vas-y. Et donc l'idée, c'est de justement refaire encore une manipulation pour essayer de faire un nouveau filtre en changeant encore la taille de molécule. Et là, on voit l'hydrogène qui est capturé dedans. Et notre autre gaz qui, lui, clairement, ne peut pas passer. Ok. Et du coup, après ce gaz-là, t'en fais quoi? Enfin, celui qui passe pas, là, il va où? Alors, l'avantage, c'est que c'est un gaz qui, lui aussi, est extrêmement pur. Par exemple, si on a un mélange avec juste 2 gaz, les 2 gaz sont extrêmement purs. Donc, on peut il peut avoir différentes applications. Si par exemple c'est du CO2, pas de mystère en vrai. Le CO2 est extrêmement utilisé justement dans l'industrie chimique. Pour la chimie organique ou encore dans des industries agroalimentaires comme Coca-Cola et compagnie où mine de rien c'est du CO2 le gaz de nos sodas. Oui, c'est ça.
Donc ils en utilisent aussi beaucoup pour justement l'insérer dans les sodas et faire les boissons qu'on consomme. En fait, c'est que potentiellement, ça peut être revendu pour faire autre chose, quoi. Ouais. En gros, c'est ça l'idée. D'accord. Parce que du coup, on peut penser à faire genre juste de la captation et puis maintenant, ils disent ils vont la captation carbone, parce que quand on parle par exemple d'hydrogène bleu, ça veut dire qu'on va produire et on va produire avec des énergies fossiles et puis on va capter le carbone. C'est ça. Et après, il faut en faire quelque chose. C'est ça. Donc, ils l'enterrent des fois, je crois, c'est ça ? Ouais, ils l'enterrent dans des couches géologiques, ils le revendent, ils le réutilisent dans l'industrie chimique, ils essayent de le valoriser. Ok. Et du coup, j'avais une autre question, mais il faut que je me rappelle. Ah, là, je peux pas t'aider. J'ai un trou de mémoire. Je voulais parler mince. C'est fou, je sais plus ce que je voulais dire. Du coup, par rapport à l'hydrogène, les carbones et... Bon, c'est pas grave, ça va peut-être me revenir après. C'est pas grave. Non, c'était tout, c'était ça, tu nous montrais ça et il n'y avait rien d'autre. Peut-être ça va me revenir après, mais... En fait, après, ça, c'est des systèmes où, justement, on va... Ça y est, je sais. Ah. Parce que ça y est, ça me revient. Bah quoi? Ça me revient. En fait, c'était par rapport... quand on était venu voir votre stand aux 24 heures du Mans, on a parlé du fait que que ça pouvait faire les matériaux pouvaient faire la taille... Faut pas le dire. De quelque chose de grand. Ouais. En fait, le truc, c'est justement... Tu peux les déplier. J'allais le dire justement à ce moment-là. On était sur la même longueur d'onde. Ah, c'est bon, on était connectés. C'est ça. Donc en fait, si on voulait observer, on pourrait voir que notre hydrogène a une tendance à préférer les surfaces. Donc justement, l'idée de notre MOF, c'est que on crée des matériaux qui sont poreux, un petit peu comme des éponges, pour augmenter cette surface disponible pour stocker l'hydrogène. Et donc, si on venait s'amuser à déplier chacun des trous de notre éponge et à les coller les unes aux autres, en fait, dans 1 gramme de matériaux, on arrive à avoir, donc, c'est là où tu allais le dire, la surface entière d'un stade de foot. En fait, dans 1 gramme de matériaux, on atteint pas loin des 6000 mètres carrés. C'est un peu fou à essayer d'imaginer ce truc-là, genre 1 gramme de matériaux, c'est la taille d'un stade de foot. Enfin, c'est quand même complètement fou, quoi. Complètement. Et surtout qu'en plus, quand on regarde le volume d'1 gramme de notre matériau, ça fait quoi? C'est 1 cm3. Donc. Oui, c'est vrai que c'est même, je pense, pour moi, c'est pas imaginable, quoi. J'ai compris, mais j'arrive pas à imaginer dans ma tête quoi ça pourrait ressembler, quoi. Ah non, ouais. C'est compliqué à montrer, ouais. Ouais. Mais vous avez des petits exemples là-haut oui. qui montrent bien un peu comment ça peut fonctionner. Oui, donc oui, on était bien sur la même longueur d'onde. Et tu vois, j'ai bien retenu quand même. Oui, c'est clair. J'ai bien écouté. Et du coup, on va peut-être parler un petit peu de... Est-ce que vous avez des questions, peut-être? Vous avez des choses qui vous viendraient à l'idée? Non? Ok. Bon, est-ce que du coup, on a parlé de médiation scientifique. Est-ce qu'on va peut-être parler un petit peu des choses que toi, t'aimes bien en médiation scientifique, des choses avec lesquelles tu voudrais nous parler? Je crois que t'es venu avec des petits livres. Et puis peut-être t'as d'autres trucs dans ta tête. En fait, ouais, c'est vrai que moi, ce qui m'a mené à faire de la science, à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps, que je suis depuis très longtemps. Donc avec de nombreuses chaînes sur YouTube qui parlent de vulgarisation scientifique de manière très, très intéressante, simplifiée pour que tout le monde comprenne, et ça m'a toujours fasciné, ça. Donc par exemple avec Syllabus qui cherche de la chimie dans le quotidien, mais vraiment elle a fait une vidéo sur par exemple l'air qui compose les paquets de chips, ou l'air qui est à l'intérieur des poivrons. Donc c'est des trucs où on se poserait même pas la question. Je crois que elle a une série qui s'appelle « Je me suis encore perdu sur Internet ». C'est pas mal, ça. Ça arrive souvent. Hein. Oui. Donc où par exemple elle a fait toute une vidéo sur les différentes formes de tournevis, sur les différents poils de brosse à dents. Ouais, c'est une bonne entrée en matière pour les sciences, quoi. C'est vrai que, et puis bon, c'est accessible, il n'y a pas de barrière géographique, c'est génial, quoi. On peut découvrir ça, ce monde-là d'une autre manière, quoi.
Complètement. Après, il y a d'autres, par exemple en biologie, avec Dirty Biology, qui faisait une très très bonne chaîne où il parlait de biologie. Il y avait Dr Nozman aussi, qui était quand même très connu pour les expériences. Toujours, il fait des sacrées vidéos. Il en a fait une sur les punaises de lit, là, il n'y a pas très longtemps. Je l'ai pas vu celle-là. Ah ouais, c'est ça, il est en plein dans l'actualité, là. C'est clair. Mais bon, après, moi, je fais plus référence au tout début de Dr Nozman, en vrai. Ouais, plus moins maintenant. Vraiment quand il faisait des expériences, des manipulations de chimie, où je trouvais ça génial. Il fait une série de vidéos aussi là sur c'est chimique sur les différentes drogues et notamment il a fait sur l'alcool aussi, c'était super intéressant sur plus des drogues plus ou moins puissantes, et il y a des laboratoires qui testent plein de choses c'est hyper intéressant, il va à la rencontre des chercheurs, ces vidéos là elles sont vraiment top, en tout cas je les recommande aussi. Ah non, c'est clair. Et après quelques livres justement qui m'ont suivi dans mon parcours, donc typiquement il y a celui-là. Alors, les cristaux, fenêtres sur l'invisible. Je sais pas si vous voyez. Ouais. On peut essayer de montrer. Attends, je vais me rapprocher. Ouais. Ah. Qui en fait, c'est un livre d'Alain Pénicaud qui parle de l'histoire des cristaux. Donc de comment est-ce qu'on a découvert par exemple les rayons X qui servent maintenant à faire nos radios, etc. Okay. Parce que en fait, en vrai, pour étudier un cristal du point de vue chimique, du point de vue de sa géométrie, on va un petit peu lui faire passer comme une radio. On va le bombarder de rayons X et on va obtenir un petit peu une carte d'identité de notre matériau. Quand tu parles de cristal, tu parles de quoi exactement? Parce que du coup, c'est quoi les cristaux? Parce que c'est vrai que quand on pense aux cristaux, on pense aux trucs des pierres ouais, précieuses. On pense aux pierres précieuses, c'est vrai. Nous, ce qu'on va appeler cristal, c'est en l'occurrence les pierres précieuses, mais c'est pas que ça. En fait, c'est un état, on va dire, de la matière, dans le sens où en fait c'est l'état solide. Quand on le laisse refroidir très lentement, où on va voir les atomes qui s'organisent dans l'espace de manière périodique. En fait, ils vont vraiment avoir un schéma géométrique, une géométrie qui va se répéter dans l'espace pour former par exemple des cubes ou des triangles ou des hexagones, et typiquement on peut le voir justement sur les cristaux comme ça, où si on regarde, il y a certains cristaux comme si j'ai pas envie de dire de bêtises, il y a la vanadinite par exemple qui a de superbes cristaux hexagonaux rouges, ou je crois qu'il y a la tourmaline aussi qui fait comme ça, il y a le quartz tout simplement, ou la pyrite qui fait des cubes. Et en fait, on voit ça, en fait, c'est si on venait s'amuser à les casser de manière extrêmement fine, le plus petit possible, à l'échelle de l'atome, en fait, on retrouverait toujours ces cubes et ces hexagones, et en fait, qui se répètent dans l'espace. D'accord. Ah. Et c'est pour ça, c'est un truc qui m'a toujours fasciné. Typiquement, ça me fait penser, c'est le basalte dans la chaussée des géants en Irlande ou en Islande, je sais plus. Ah oui, en fait, avec le temps, ça a formé des espèces de... C'est ça, et en fait, si on regarde, les colonnes qui sont formées sont toutes en forme d'hexagone. Oui, c'est vrai, en fait, c'est ça, c'est cette maille à l'échelle de l'atome qui se répète jusqu'à atteindre l'échelle de l'homme. C'est fou. C'est incroyable. Et donc ça, en fait, justement, on va le caractériser en venant bombarder, faire une radio de nos éléments qui va nous donner un diagramme qui est une carte d'identité et qui va nous dire, en fait, quelle est la géométrie à l'échelle de l'atome. Ok. Ah ouais, c'est complètement fou. Mais c'est fou, en fait, la chimie, c'est magique presque, en fait, on pourrait dire ça. C'est hyper... c'est de la science, quoi, mais on peut se dire c'est magique. C'est ça. Après, là, c'est vraiment sur la chimie des matériaux. Ouais. Après, en fait, c'est parce qu'on va avoir plusieurs types de matériaux. Donc, on va avoir les composés cristallisés, comme ça, qui vont se répéter dans l'espace, et les composés amorphes, qui sont comme le verre, où on n'a pas laissé le temps aux matériaux de s'organiser dans l'espace, et où en fait ça va former des trucs beaucoup plus aléatoires. Donc typiquement le verre qu'on a chez nous, c'est en fait c'est le verre. Le verre comme ça là. Ouais, le verre comme ça. En fait, c'est un composé, c'est du quartz. Ok. C'est exactement pareil que le quartz, sauf que à l'inverse du quartz, il n'aura pas eu le temps de s'arranger. Il sera ce qu'on dit amorphe. Ok, d'accord. Et si on le chauffait et qu'on lui laissait le temps de se refroidir extrêmement lentement, il pourrait se réarranger pour former du quartz. Ok, d'accord. C'est ce qu'on appelle l'oxyde de silice. Et du coup, dans ce bouquin-là, en fait, il retrace l'histoire
des cristaux de ceux qui ont découvert ce qu'on appelle les mailles. Donc justement la maille élémentaire, c'est ce petit cube à l'échelle de l'atome. C'est parce qu'en fait en vrai il n'y en a que 7 structures exactes dans la nature qui se diversifient après en ce qu'on appelle en 14 réseaux cristallins. Et en fait tous les matériaux cristallisés qui existent cristallisent dans un de ces 14 réseaux-là. Ok. Donc on peut résumer en fait la nature à 14 cristaux. C'est... Ok, d'accord, fascinant. Et donc là il commence avec ça, il parle ensuite de comment on a découvert les rayons X, comment fonctionne la symétrie. Parce que c'est vrai que nous, on connaît la symétrie un petit peu en miroir, où on a une ligne et on fait juste un axe de symétrie. Bah, nous, dedans, on va parler vraiment de symétrie, où on va avoir le miroir, on va avoir des axes de symétrie, des symétries qui vont tourner dans l'espace. Et en fait, il explique ça de manière super simple. Et je trouve ça génial comme introduction à la chimie des matériaux. Trop bien. Bon, bah, les cristaux, Fenêtre sur l'invisible d'Alain Pénicaud. Donc si vous voulez lire ça. Et le deuxième bouquin que tu nous as ramené ? Et le deuxième, bah, justement, tu disais que la chimie c'était un petit peu magique et qu'on le trouvait partout. En fait, c'est le livre qui s'appelle « Tout est chimie dans notre vie ». Et en fait, c'est une youtubeuse allemande, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça veut pas... voilà. Ah, ça fait pas la mise au point. Mais tu peux raconter quand même. Donc c'est une youtubeuse allemande qui a écrit un livre sur la chimie qu'on retrouve dans notre quotidien. Et vraiment de manière super sympa. Je l'ai dévoré le livre. Et dedans, bah, par exemple, elle montre en fait, elle raconte son quotidien. Mais comment est-ce qu'elle le voit, c'est-à-dire comment elle a tendance à dire qu'elle voit le quotidien de manière chimique. Et où en gros, sa première pensée le matin quand elle se réveille, c'est que son copain a un réveil extrêmement brutal qui fait une dose de cortisol, donc l'hormone du stress, tandis qu'elle va plutôt chercher à diminuer la mélatonine. Et en fait, elle explique ça avec toutes les molécules. Alors, pour ceux qui sont fans de l'humour pipi caca, j'ai envie de dire, dedans, typiquement, elle parle de la chimie des proutes. Des odeurs, quoi, du coup. Ouais. Ok, pas mal. Oui, du coup, en fait, pour montrer que c'est le titre du livre, de toute façon, tout est chimie dans notre vie. C'est qu'en fait, tout ce qu'il y a autour de nous, c'est de la chimie. Et typiquement, dedans... Nous sommes aussi de la chimie, de toute façon. Complètement. Et typiquement, dedans, elle fait là tout un chapitre, je crois, justement sur, par exemple, les dentifrices, au fluor ou pas au fluor. C'est quoi ça ? T'as un avis là-dessus, au fluor ou pas au fluor ? Au fluor. Au fluor, ok, pourquoi d'ailleurs ? Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, nos dents sont composées d'un cristal, en l'occurrence c'est un cristal. D'accord. Qui s'appelle l'hydroxyapatite. Oula. Vas-y. Qui s'appelle l'hydroxyapatite, où il y a en fait dedans des fonctions qu'on dit hydroxyle, OH. Et en gros, c'est quelque chose qu'on obtient que quand on grandit, elles se forment les dents, mais après elles repoussent pas. Non. Et en fait, justement, à chaque fois qu'on a des petits trous qui se forment dans l'émail ou quoi, le fait d'avoir un dentifrice au fluor va faire que le fluor va venir remplacer ses fonctions OH parce qu'il est plus petit. Et donc, grâce à ça, permettre de consolider la dent. Donc en fait, en utilisant du fluor, on protège nos dents, quoi. C'est ça, parce qu'on forme ce qu'on appelle de la fluoroapatite. D'accord. Ok, bon voilà, on a appris un nouveau truc encore aujourd'hui. Merci beaucoup Bastien, c'est super intéressant. Merci à toi. Et puis, du coup, pour les gens qui sont au Mans ou dans le coin, n'hésitez pas à venir au Village des Sciences du Mans, à l'abbaye de l'Épau, à venir voir Bastien sur son stand, parce qu'il vous parlera encore plus d'hydrogène si vous avez trouvé ça hyper intéressant. Il est là-haut avec toute l'équipe de l'IMMM. Et puis nous, on vous retrouve demain pour une autre émission, cette fois-ci au Village des Sciences d'Angers. Et cette fois, on parlera de la production d'hydrogène à partir de déchets. Alors là, c'est un petit peu... C'est un petit mystère, mais on aura aussi une doctorante qui viendra nous parler de tout ça. Et aussi, si vous voulez en savoir plus sur l'hydrogène, n'hésitez pas à aller sur le site hlepremierélément.fr. Là, on a créé pour découvrir le parcours, Hydrogène le premier élément, où on parle aussi de l'hydrogène, de ce que c'est, de son histoire, et notamment des enjeux socio-économiques et de la recherche sur le territoire des Pays de la Loire. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis pour votre présence, et on espère vous revoir bientôt.
À bientôt.